Bonjour à tous et bienvenue sur Humano. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'ensemble du rôle RH, mais aussi de sa complexité. Les zones grises, les silences et surtout pourquoi les RH ne peuvent pas toujours tout dire. Joey, qui va prendre la parole sur ce sujet, est aujourd'hui Chief Technology and Product Officer. Il a plus de 15 ans d'expérience. Il a construit des produits complexes, tels que des produits financiers, core banking system. Et surtout, il a managé beaucoup d'équipes. En tant que dirigeant tech, il travaille étroitement avec les ressources humaines sur les recrutements, les décisions difficiles, les transformations, les arbitrages humains et business. Salut Joey, Salut. Il y comment tu a vas? bah, ça va très bien et je suis content qu'on puisse se parler parce que j'ai beaucoup réfléchi depuis que tu m'as contacté et j'ai réalisé que, très souvent, quand on est produit tech comme moi, produit tech organisationnel et cetera, le HR, c'est pas un sujet dont on parle. On en parle rarement. On parle plutôt de, produits, de tech, de comment monter des équipes, machin et Ouais. cetera et on oublie, en fait, de parler de cette position support-là. Donc on va pouvoir, en discuter et voir ce qu'il en est. Tu Mais ce qui tu est l'as dit, intéressant, moi c'est à quel moment tu penses aux ressources humaines? Du ouais, recrutement? La plupart du temps, peut-être au niveau du recrutement, quand la boîte elle grossit, non? c'est ce que j'allais dire. Heu, communément parlant, déjà, il faut replacer le contexte dans lequel moi j'évolue pour essayer de Ok. comprendre, en fait, ma relation au RH. Dépendamment de si on est dans une petite boîte ou une grande boîte, du Mm. cycle de vie de la boîte, voire même du contexte et du domaine dans lequel la boîte évolue, on va avoir le même mot pour des choses qui sont entièrement bien différentes en réalité. Donc moi, mon contexte, c'est ça comme tu l'as dit, ça fait 15 ans que je travaille dans, la start-up maintenant. J'ai fait quelques petites, exceptions pour aller bosser dans des groupes un petit peu plus grands, mais dans lesquels j'ai pas interagi avec les RH en réalité. Donc le contexte dans lequel moi je vais parler pendant notre podcast là, c'est le early stage. Moi, par exemple, l'expérience la plus significative que j'ai eue, ça a été de, passer d'une boîte de 3 personnes à une boîte de 60 personnes. Dans ce contexte-là, j'ai eu affaire justement au HR et on viendra définir dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça veut dire que HR exactement. Précédemment, j'avais aussi interagi avec les HR, pour du, talent acquisition, pour du recrutement, pour, des problématiques, socialo, managériales et cetera et cetera. Disciplinaire un petit peu ou pas tant? Oui aussi, aussi bien sûr, ça fait partie du rôle. Alors du Ok. coup, par quoi on commence? Alors, on commence déjà pour que toi, tu nous expliques un petit peu, parce que toi, tu es pas dans le monde des ressources humaines, Mmh mais mh. tu as beaucoup collaboré avec les ressources humaines. Et puis, comme tu l'as dit, tu es passé d'une boîte de 3 à 60. Tu es dans des entreprises qui ont des belles croissances. Donc, c'est comment toi, de par ton poste, comment tu évolues avec les ressources humaines? Comment tu collabores avec les ressources humaines? Et surtout que toi, tu comprends aussi bien le rôle des ressources humaines dans sa complexité. C'est-à-dire que tu comprends un peu les zones grises, tu comprends les silences, à quel moment il faut parler, à quel moment il ne faut pas parler. Donc en gros, on peut peut-être commencer par toi, ton parcours et la relation que tu as avec les ressources humaines. Ouais, heu, alors les premières relations qu'un CTO ou un C-level aborde avec les ressources humaines, c'est déjà, bah, recruter des ressources humaines dans le early stage. Le moment où tu te dis: «Ma boîte, elle est en croissance, on commence à avoir des sujets qui sont de l'ordre de l'humain». On va bien définir exactement d'ailleurs ce qu'on entend par des sujets humains parce que c'est des sujets qui sont de l'ordre de l'organisationnel et du support. Bah, c'est le moment où tu te dis: «En fait, peut-être que j'ai besoin, d'une ressource de l'ordre de la ressource humaine». Et c'est les premiers moments où tu vas recruter, potentiellement quelqu'un qui fait du talent acquisition, donc quelqu'un qui est responsable de, s'occuper de toute la chaîne, qui vient, sourcer les candidats, qui vient les évaluer, qui vient Mmh. déterminer le fit dans la boîte, qui vient déterminer les compétences en accord avec le C-level ou le leader en fait qui récupérera cette personne dans ses équipes. Puis a posteriori, de l'embauche, donc là j'ai passé toute la période d'entretien et cetera. Ce qui sera de l'ordre de la rétention des collaborateurs, du même, on peut dire, bonheur dans la boîte, faire en sorte que les choses se passent bien et de tout ce qui est de l'ordre de la structure, par exemple, et on en discutait toi et moi en off, par exemple des grilles de salaire ou alors des manières de Mmh. d'arranger les choses en termes d'égalité et cetera et cetera. Mais justement, Donc à le quel moment tu recrutes un RH et surtout, quelle mission tu mets derrière? Parce que tu recrutes pas un RH de la même façon quand tu as 10 employés que quand on a 60, que mmh, quand on a 100. ouais, oui, oui, oui et d'ailleurs, un premier
une première vérité à propos d'un RH qui rentre en early stage, c'est d'ailleurs une vérité qu'on peut transposer à pas mal de rôles qui rentrent en early stage, c'est le cumul des mandats. Pas le cumul des mandats, mais le cumul des casquettes, pardon. Donc, un HR qui va rentrer dans une boîte corpo déjà bien installée, il aura probablement été recruté pour des besoins spécifiques qui sont Ouais. pas transverses à tout le domaine RH. En early, très souvent, ce qui va se passer, c'est que la personne qui va rentrer va devoir faire absolument tout de l'ordre du Mmh. RH. Mmh. Évidemment, dans un premier temps, on a cette période de transition et d'intégration qui va faire en sorte que la personne, soit évidemment accompagnée par ceux qui s'occupaient de ces responsabilités-là avant son arrivée. Pour autant, une fois que la période d'intégration est passée et qu'on va faire passer un maximum de sujets vers cette, personne, et bah, maintenant, cette, personne du côté HR, s'occupe de plein, 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 plein de trucs et est d'ailleurs en early stage, entre guillemets, «tout seul». Donc le fait est que les premières responsabilités du HR quand tu es en croissance dans une startup, ça va être le recrutement. Déjà, premier point, c'est sûr que ça va tomber sur du recrutement. Le moment où, avant que cette personne arrive, tu t'occupais de faire ton recrutement, si tu es tech, de recruter tes tech, tes produits, si tu es, côté, business et sales, de recruter tes SDR, BDR et cetera, voire même d'autres rôles que j'ai pas cités évidemment. Et ben, là, on vient rajouter une personne qui va, dans un premier temps, s'occuper de me simplifier la vie à moi. Cette personne, elle vient me simplifier la vie principalement déjà parce que ce sont ses compétences qu'elle va mettre en œuvre pour sourcer les bonnes personnes, faire les premiers filtres, déterminer en fait: «Joey, c'est quoi les profils dont tu as besoin réellement et c'est quoi tes projections de recrutement et qu'est-ce que tu t'autorises à aller chercher, pas aller chercher? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'exception?» Et en Ce fait, on sera pas vient le même tout. profil. Le profil que tu vas recruter dans une entreprise qui est en pleine croissance, c'est pas du tout le même profil qu'une entreprise qui est déjà pérenne, j'ai envie de dire, et qui est beaucoup plus silotée. Tu vois, dans ton cas, je pense que tu cherches quelqu'un qui est un petit peu plus autonome, qui a plus de latitude, qui prend Mmh. des initiatives. C'est ça, Oui, et du en coup termes de tout ça, bah, profil. il faut bien le formaliser d'une manière ou Mmh. d'une autre. C'est-à-dire que le avant-après de l'arrivée d'un HR côté, heu, dans un premier temps recrutement, c'est avant, tout était flou et uniquement dans ma tête. Après, tout est formalisé et on sait où on va. C'est déjà une première Ouais, étape de tu cherches un structuration. expert qui vienne te challenger un petit peu sur tes pratiques, non? Mmh. Oui, complètement, OK, ouais, exactement. OK. Heu et donc ça, c'est la 1re dimension du HR en early stage. Heu, on va pouvoir plonger là-dedans un petit peu plus tard si jamais, mais on peut déjà donner le menu en quelque sorte des différentes responsabilités. Une deuxième responsabilité que j'ai vu prendre de la part des HR, c'est tout ce qui touche de près ou de loin la contractualisation. Par contractualisation, en réalité, ça englobe pas mal de trucs. On a en effet la contractualisation des gens que l'on va recruter, mais on a aussi celle des freelances qui, dans le monde d'avant, s'étaient fait, de manière arbitraire, un petit peu, en en comment dire? À la décision arbitraire du leader qui avait besoin de freelance, il en prend à droite, à gauche, machin et cetera. Là, on va réconcilier tout ça et on va essayer de capitaliser et à la contractualisation aussi que de globalement tout le reste. C'est l'instant où moi j'ai vu les HR early stage qui apportaient sur la table des connaissances même de l'ordre potentiellement du légal. Par Bah oui, exemple, la c'est ça. loi du travail. Mmh. Par exemple, qu'est-ce qui est faisable, pas faisable, Mmh. légal, pas légal, où sont les lignes? Pour Ouais. éviter de faire n'importe quoi. Parce qu'on le sait très bien, en fait, un des défauts des startups, de vouloir aller vite Tu et vas en au doigt allant vite, mouillé, quoi. Ouais, c'est ouais, ça. on y va au doigt mouillé, c'est exactement ce que je voulais dire et on casse un petit peu les lignes, on Mmh. bypasse les contraintes, ce qui est jamais très, très sain ni potentiellement légal dans certains cas. Donc le moment où tu as quelqu'un qui est responsable de faire en sorte que tout soit carré en relation à la loi, en relation à la régulation, en fait, instantanément, déjà, ton rôle, il devient plus simple parce que, toi, en tout cas moi, Joey, qui, n'y connaît rien en loi du travail et cetera, je j'ai pas le réflexe d'aller rechercher ce cadre-là. On fait au mieux, mais le moment où tu as un expert qui rentre en tant que HR, la vie du leader, en fait, est grandement simplifiée. Et est-ce qu'on peut dire qu'une fois que tu as recruté une personne du coup dans un RH quoi, est-ce que tout de suite l'entreprise elle se structure un petit peu mieux?
Le fait qu'il y ait des process qui commencent à arriver, le fait qu'on vienne te challenger, que le légal aussi soit un petit peu plus, on va dire, plus pointilleux. Parce qu'on oublie un petit peu, je vais faire juste cette petite parenthèse, mais souvent on pense que le côté un peu admin, souvent c'est ce qu'on dit admin, Mmh mh. on pense que c'est très souvent c'est exécutant, c'est une tâche d'exécutant. Mais je pense qu'on se rend pas compte à quel point le côté admin ou contractuel, comme toi tu l'as dit, c'est une tâche qui est quand même assez stratégique. Parce qu'en fait, l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise, d'être dans le légal, que les contrats soient conformes, que tous les documents soient conformes. Ça évite quand même à l'entreprise de passer par des procédures, comme le prud'homme ou ce genre de choses. Donc c'est juste un Oui. petit rappel pour dire que des fois, l'admin, oui, c'est un côté très exécutant, mais c'est aussi une vraie partie stratégique qui peut aider l'entreprise à un peu mieux se structurer, ouais. Le vrai problème de ce que tu racontes et qui est entièrement vrai, c'est que en tant qu'humain, on a du mal à voir parfois quelles sont les conséquences positives de certains rôles. Mmh. Je sais que, je vais comparer ça à la tech. Il est très difficile de dire: «Les HR me font gagner tant d'argent», à la même manière qu'il est très difficile de dire: «Les techs me font gagner tant d'argent». Alors certes, les gens de la tech vont fabriquer des produits et ces produits se vendent et à un moment, plus tu t'éloignes de l'instant de vente vers la tech, plus c'est difficile de déterminer l'impact de cette chaîne-là. Côté HR, c'est encore pire. On sera jamais capable de dire: «Mais HR m'ont permis de Mmh. gagner tant». Par contre par contre, on peut réfléchir à l'inverse et comme tu disais, le moment où on respecte un cadre, on le fait pour une bonne raison. On le fait parce que ça a un intérêt pour nous, pas seulement un intérêt de respect de la loi, mais aussi un intérêt financier. Le moment où tu as quelqu'un qui passe en prud'homme parce qu'on n'a pas respecté le cadre, c'est un instant qui peut être grave pour une entreprise. Surtout d'ailleurs une entreprise qui est naissante. Tu ne veux pas Mmh. ces problèmes-là dans une entreprise Mmh. naissante. Le débat est ouvert sur des entreprises qui sont là depuis 10 ans et qui ont pas mal de cash et qui sont capables de payer des prud'hommes. Mais le fait est que quand tu es petit, tu as vraiment pas envie de te heurter à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est d'ailleurs un conseil que je donnerais aux HR qui veulent tenter de justifier de leur présence. Quand tu es capable de dire à ton, manager ou à ton fondateur: «Regarde, grâce à ce que j'ai fait là, on ne passe pas en prud'homme, on va pas payer, une amende forfaitaire, des trucs, des bêtises. Le moment où j'ai rajouté cette clause-là dans le contrat, alors on n'a pas eu de souci quand le freelance il a tenté Ouais. de machin et cetera». Ça, c'est de l'argent. Ça parle au founder. On Mmh. lui parle sur ces dimensions, à ce Il moment-là. y a aussi le recrutement, hein. Le recrutement, bah, on en parlait, Mmh. quand on a préparé, Oui. l'épisode. Mais le recrutement, il c'est un impact certes à long terme, mais c'est un impact quand même parce que quand tu recrutes la bonne Mmh. personne pour qui va avec la bonne équipe pour le bon poste, tu le vois parce que lui, si c'est une fonction, opérationnelle qui a un impact direct dans l'entreprise, bah, par domino, tu as quand même un impact sur la croissance de l'entreprise, Oui. sur, sa sérénité. Mais c'est vrai que c'est des impacts qui sont quand même assez longs le temps que la personne elle a un impact dans l'entreprise. Mais c'est vrai Mmh. que, c'est pour ça qu'on nous appelle les fonctions support, Mmh. parce qu'on n'a pas d'impact, direct sur la croissance, et les Et tu chiffres dans l'entreprise. tu parles de prendre les bonnes personnes. On peut même aller encore plus loin et dire: que se passe-t-il lorsque la personne est à l'intérieur et qu'on met pas en place les choses pour le retenir? Tant de fois, toi et moi, on a dû voir, ces profils qui sont d'excellents profils et qui se disent: «Mais en fait, j'ai rien à gagner à être là». À chaque Ouais. fois que je fais mon bon du boulot correctement, la personne, appelons ça un contributeur. Le contributeur se sent, lésé parce que, Mmh. quand il demande une augmentation, il y a pas de budget structurel qui a été déterminé. Donc en fait, on le fait au doigt mouillé et le doigt mouillé, ça pousse au biais de donner moins que la personne, entre guillemets, «mérite». Mmh. On essaye de positionner des je sais qu'il y a un sujet que toi et moi on a abordé en off qui était les grilles de salaire, sur lesquelles il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui sont pas d'accord. On était plutôt Ouais. du même avis, on est plutôt pas d'accord avec ça, heu pour des tonnes de raisons et on n'est pas en train de dire qu'il y a des gentils qui pensent ça et des méchants qui pensent ça, mais les choses ont des conséquences. Quand on met des choses en place, il y a des conséquences Parce que et nous, on a je pense que tous les 2 on a évolué dans des entreprises qui sont en croissance et mmh je mh. pense qu'on a cette réflexion plus, bah, l'entreprise quand elle est en croissance et que tu dois gérer 100 personnes, c'est différent d'un groupe qui doit gérer, 2 000, 3 000, 10 000 personnes et que là, il y a une structuration qui est faite différemment. Mais vas-y, je t'ai coupé.
Mais c'est très vrai et c'est très vrai et c'est d'autant plus vrai ce que tu dis que encore une fois, heu, une des problématiques principales des leaders d'une boîte, c'est de faire en sorte que les décideurs principaux, ceux qui sont Mmh. en haut de la pyramide, donc communément j'appelle ça le founder, les founders, Mmh. comprennent le but c'est qu'ils comprennent quels sont les risques, les problèmes qui vont arriver et les conséquences de leurs Ouais, actions. Et le ça. moment où tu as par exemple ce que je vais raconter est très commun. Le moment où tu as quelqu'un qui demande une augmentation parce que, son travail n'est pas valorisé à juste hauteur, arbitraire du mot juste, la réaction des fondateurs est souvent de l'ordre du: «Non, je veux pas donner plus parce que c'est toujours plus d'argent et du machin» et le problème du fondateur, c'est qu'il imagine l'argent qui sort là maintenant, Mmh. mais n'imagine pas la perte que ça va être Ouais. si cette personne s'en va. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, je vais abuser un peu sur les chiffres et je vais concentrer ça sur de la tech. Le moment où tu as, par exemple, un ingénieur, un contributeur qui est là depuis 4 ans et qui a construit des connaissances sur ces 4 ans, qui font en sorte que c'est un excellent accompagnant pour toute personne présente et qui rentre dans la boîte, que c'est la personne la plus sachante de la boîte. Le moment où cette personne, elle me demande 5K, c'est globalement mettre dans la balance, soit je te donne 5K maintenant, soit je perds et j'abuse 600 000 € de connaissances. Je Oui, donne mais une estimation à ce qui est perdu. tu lui donnes 5K en disant: «OK, vas-y, je fais le pour et le contre de ce que je peux perdre», ou est-ce que, et moi là, c'est plutôt là où que ça dépend des postes, mais moi ce que j'aime bien aussi, c'est que quand on vient me demander une augmentation, qu'on vienne me challenger aussi en tant qu'RH. Pas juste: «Je veux, 5K, parce que ça fait 4 ans que je suis là et j'ai des connaissances». Tu vois? Alors, excellent, Est-ce que tu attends que toi, ton ingénieur, il vienne te challenger en disant: «Bah, voilà, j'ai fait ça, mais bien sûr, l'investissement que c», bien enfin, sûr. tu vois? Ouais. Alors, là, on s'éloigne du côté HR pour s'aventurer dans le côté des dynamiques humaines, dans les dynamiques d'influence humaine. Parce que le moment où moi je donne des augmentations comme des petits pains, j'ai un très gros problème sur les bras, c'est que les petits pains attirent les petits pains. Donc à un Ouais. moment, il y a des gens qui vont venir me demander des augmentations et ils vont dire: «Bah, attends, machin, il a pas justifié», moi je justifierai pas non plus. Donc bien sûr, tout à fait, c'est très important ce que tu dis là, je suis d'accord avec toi. Il faut absolument que, la personne vienne justifier ses faits. En réalité, pour 2 raisons. La première, c'est parce que je vais pas distribuer des petits pains gratuits basés sur de l'émotionnel. Il faut que je sois Oui, basé sur de la c'est ça. data. Je peux pas juste me dire: «Machin a l'air cool» et parce que je m'entends pas avec, machine, bah, machine, je lui donne pas d'augmentation. Je peux pas la faire à l'émotionnel, il faut que je sois basé sur de la data. Mmh. Et la deuxième raison, c'est parce que je veux développer les gens qui travaillent avec moi sur leur capacité à venir rendre cette donnée, à venir, rendre visible ce qui a été fait, capitaliser sur l'existant et sur la réalité. Je veux pas que les gens viennent me dire en me disant: «Je suis pas content, j'ai pas d'augmentation». Je veux qu'ils viennent me voir en me disant: «Regarde Joé, ça c'est Mmh. la réalité d'avant, ça c'est la réalité d'aujourd'hui et voici mes indicateurs». Parce que cette compétence-là, elle est transposable à 1000 choses différentes et non pas seulement la négociation de salaire. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est de venir aussi un peu nous challenger et surtout que pour nous, l'augmentation, c'est aussi un investissement. Tu vois? On Mmh mh. investit sur une Bravo. personne du temps, de l'argent et comme tu dis, il faut voir après le pour et le contre. Si cette personne vraiment elle vaut le coup, qu'est-ce qu'est-ce qui se passe si vraiment, bah, on lui accorde pas, les 5K et qu'elle part? Ouais C'est quoi l'impact? Ouais, je suis et hyper d'accord. il y a même un cas encore plus drôle. Il y a un cas dont on ne parle pas qui est: que se passerait-il si la personne dont on parle, la contributrice, contributeur dont on parle, n'a pas ne fait pas le pas de demander son augmentation. Mais dans sa tête, elle n'en pense pas moins. Dans sa tête, elle va se dire: «Je mérite plus», mais elle ne fait pas Ça, le pas oui, mais de ça, c'est notre rôle aussi en tant qu'RH de faire exactement, exactement. tu vois, une review annuelle et surtout qu'il y a des personnes pour qui parler d'argent, c'est pas Mmh. facile. C'est là où Tu je voulais en venir. vois, C'est là où je parler voulais en d'argent, venir. c'est ouais, tu vois, parler d'argent, c'est pas facile et moi, ça m'est déjà arrivé des personnes que j'embauche qui vont signer, l'offre et que quelques jours après, ils vont m'appeler en me disant: «Bah, voilà, j'ai signé l'offre, mais la proposition est pas à hauteur de ce que je veux». Mmh mh. Et parce que pour certains, c'est très dur de parler d'argent ou même dans des cultures de c'est pas réclamer, mais de aussi de se valoriser aussi, hein. Mmh mh. C'est parler d'argent, c'est savoir se valoriser, c'est 2 compétences, qui sont quand même à prendre en compte. Mais oui. Et tu vois, comme quoi je suis souvent d'accord avec toi. Et oui, c'est la responsabilité du leader de manière générale. Leader, c'est un terme générique que j'utilise pour
chef d'équipe, capitaine, tech Mmh. lead, C-level et cetera, directeur et HR. Et c'est la responsabilité du leader de pas laisser couler non plus et je sais que moi, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est aller, parler à en early stage, c'est un petit peu différent que dans des groupes un petit peu corpo, parce que dans les groupes corpo, on a déjà structuré la budgétisation de plein de Mmh. trucs. Tu sais Mmh. très bien quelles sont tes poches que tu accorderas en augmentation, en prime, en machin. Souvent, tu Dans as un DAF aussi, hein, dans les Oui, dans oui. donc en fait, tu es pas, maître des augmentations ou du budget alloué, quoi. Et dans le early, c'est encore pire. Dans le pire des cas, c'est pas structuré. Dans le meilleur des cas, on est en croissance et on n'a pas beaucoup d'argent parce qu'on survit à base de levées et cetera. C'est des contextes qui sont communs. Et le moment où il y a quelqu'un qui vient, te demander de l'argent pour, requalifier le travail, ce qui fait du sens et ce qui, quand tu reçois la demande, avant même de recevoir ces indicateurs, tu sais que c'est juste, tu dois forcément avoir cette conversation sur combien, comment et cetera. Et une des premières problématiques que tu rencontres en tant que leader, c'est d'aller voir, avec les HR, ton founder, donc en fait les HR et les leaders sont souvent à côté, pour aller parler au founder et aller demander: «En fait, écoute, moi j'ai une situation et il faut qu'on paye cette personne plus Mmh. parce que sinon». Et le parce que sinon, encore une fois, il est parfois invisible. C'est-à-dire que, c'est pas une question de capacité du founder, c'est une question de il est beaucoup plus facile de voir que j'ai la poche percée, plutôt que si je continue de marcher pendant 500 mètres, je perds de l'argent. C'est difficile de se projeter dans le temps qu'une personne parte. Les gens auront tendance à croire, les founders ont tendance à croire qu'une personne qui part, c'est un gain parce que tu as absorbé son salaire. C'est comme si, Oui. en fait, tout d'un coup, on te rendait, je vais mentir, 100 K. On te rend 100 K, mais c'est pas la Mmh. vérité. La Non. réalité, c'est qu'on t'a rendu 100 K, on t'a pris 600 000 d'un coup. Mais ça, on en parlait quand on a préparé aussi l'entretien, c'était, la capacité des RH à challenger le founder. Le founder, des fois, il est en difficulté pour voir, où est-ce qu'il perd. Et du coup, c'est à nous, quand on va voir le founder, d'aller lui expliquer les choses. D'ailleurs, dans le pire des cas, on va lui expliquer des choses. C'est Dans le meilleur des cas, on lui dit: «Fais-moi confiance, c'est tout». Oui, et d'ailleurs, c'est là que je voulais en venir, c'est que, tu m'avais posé une question, tu m'avais dit que, désolée, je vais révéler ton secret, c'est que quand tu fais des entretiens pour des RH, il y a une question que tu poses, Oui, c'était, bah, vas-y, c'était, comment tu me c'est challenges? oui, en fait, c'est d'ailleurs une question que je pose à tous les directeurs. Quand je recrute des directeurs ou alors des first roles, par exemple, first sales, first ops et cetera, first, peu importe, HR, ça marche pareil. Je pose systématiquement la question: «Qu'est-ce qui, pour toi, n'est pas négociable?» Tu ne demanderas pas la permission. Tu ne demanderas pas la permission à ton founder, tu le fais et c'est tout. C'est pas négociable. Il en va de ton rôle dans la boîte et il existe toujours un risque que lorsque tu parles à ton, entre guillemets, «boss», le Mmh. founder, ton directeur, il y a un risque que cette personne ne comprenne pas tes enjeux, ne comprenne pas ta réflexion et dans ce contexte-là, je ne vais pas t'expliquer les choses 10 fois. Si tu as pas compris et que je sais que je suis sur la bonne voie et qu'on doit faire comme moi je fais, alors on va faire comme moi je fais. Et la question que je pose souvent aux gens, c'est: «Qu'est-ce qui n'est pas négociable pour toi?» Mais ça, c'est quand même, tu vois? Parce que je me souviens, tu me l'as posé et après j'avais réfléchi et je m'étais dit: «C'est quand même difficile en tant qu'RH», enfin, je trouve, pour Bien sûr. personnellement, parce qu'en fait, les RH, c'est le département qui a une meilleure vision d'ensemble de l'entreprise. C'est moi qui prends la décision, c'est plus une décision, Oui. collégiale, tu vois, avec le founder, et ça va un peu, ça va pas à l'inverse de qui on de notre travail autre, mais quand même ça demande, en termes d'éthique, est-ce que je peux prendre des décisions seule, tu vois? Il y a une nuance qu'il faut répéter. Je n'ai pas dit: «J'en parle pas, je le fais dans le dos et donc il y a une question d'éthique». J'ai OK. dit: «La personne, en fait, j'essaye de lui expliquer et je vois qu'elle saisit pas». Par contre, la Mmh. personne, elle met en danger mon rôle en essayant de prendre une OK. décision basée sur une lubie ou sur une émotion, alors que moi j'ai toute la data et la compréhension des choses. OK. À ce moment-là, il n'en va plus de faire de la rébellion parce qu'il s'agit jamais de faire de la rébellion. Si par exemple, toi et moi, on travaille ensemble dans une boîte, que je suis produit ou tech et que tu es HR, à un moment ou à un autre, tu n'as pas les compétences tech et à un moment ou à un autre, je n'ai pas les compétences HR. À ce moment-là, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous sauver, c'est la confiance aveugle et la confiance aveugle, elle nécessite
en fait, elle impose une responsabilité aux gens qui sont impliqués dans cette confiance aveugle. C'est de ne pas en abuser. Le moment où je vais voir un founder en tant que HR et que je lui dis: «Écoute, je te demande jamais rien, mais là, ce coup-ci, je te le demande pas, je le fais». En fait, il y a une exception qui a lieu. C'est-à-dire que le founder, s'il est assez, disons ouvert d'esprit, il est capable de réaliser: «Mais oui, c'est vrai, Justine, en fait, elle elle prend jamais des trucs aussi graves et là, il y a peut-être un truc dans sa tête que moi j'ai pas dans ma tête et du coup, je lui fais confiance». D'ailleurs, les boîtes que j'ai vues fonctionner le mieux étaient des boîtes dans laquelle, quand le founder, est face à quelqu'un qui sait mieux que lui, cette personne lui dit: «Tais-toi, fais-le». Je donne un exemple. Les comptables, ils voient une anomalie, un truc grave, tais-toi, fais ça, c'est normal. Les avocats, tais-toi, signe pas ça. Mmh. Juste, ne le questionne pas, tu comprendras pas, ne le signe pas ou signe-le. En fait, c'est normal de faire confiance aux gens qui savent mieux que soi et la problématique, malheureusement, intervient dans le contexte où les gens qui voudraient décider sont très fortement impactés par de l'émotionnel ou du stress. Ah oui. Le founder, il est stressé, c'est sa boîte, parfois c'est la merde, c'est un petit peu compliqué. Heu, Quand on est stressé, on a tendance à vouloir mettre les mains un petit peu partout et à vouloir récupérer un maximum de contrôle sur les choses. C'est le moment où la confiance, elle peut se fracturer et malheureusement, il y a un jeu d'esprit qu'il faut faire du côté founder. C'est malheureux parce que c'est dur, c'est difficile Mmh. émotionnellement. C'est le jeu du: «Je ne me sens pas bien, mais je dois quand même faire confiance». Mmh. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant parce que là, tout ce que tu es en train de dire, c'est tout ce que les employés ne voient pas. Ouais, c'est vrai, Non, mais c'est vrai. c'est vrai, tu vois, quand il y a des décisions de prise, je pense que derrière, oui, il y a la décision qui est prise et il y a l'info qui est donnée, il y a la communication. Mais très souvent, les employés, ils voient juste la décision qui est prise et l'impact que ça peut avoir. Mais en fait, derrière, ça peut être des jours de discussion, ça peut être, Mmh des mh. désaccords, ça peut être 10 personnes qui a donné son avis, contraire et différente. Et en fait, bah, on en parlait du coup, dans l'intro, mais c'était un peu ça rejoint un peu toutes les zones grises, du rôle RH, tout ce qu'on ne peut pas dire et tout ce Ouais. qui n'est pas dit surtout. C'est terrible, ça fait du rôle RH, leader de manière générale d'ailleurs, HR, heu, un rôle très plein de solitude. En fait, c'est vrai, c'est très solitaire. C'est très solitaire d'être face à, le meilleur et le pire de la boîte. Parce que les HR voient le meilleur et le pire de la boîte. Ouais. Quand tu te prends un plan social parce que c'est la merde et qu'on s'est foiré sur les projections parce que, bah, c'est les HR qui, vont, compter: «OK, on monte à 30 et on les vire». OK, waouh, trop cool. Bah, ça, faut pouvoir l'embarquer émotionnellement. Mmh. Autre chose intéressante, c'est, machin dans l'équipe a eu un accident, mais on veut pas stresser les autres gens et puis lui, il nous a demandé de rester silencieux sur sa situation. Alors Mmh. dans ce cas-là, bah, nous, on se tait et quand il y a des gens qui viennent nous demander: «Eh machin, il est en full remote là?» Bah, nous, en fait, on se zépette et puis on essaye de garder le silence et de respecter la volonté de la personne qui nous a dit: «Je ne veux pas que vous parliez de ma situation». Et ça là, bah, faut le gérer humainement. C'est très C'est ça. solitaire de gérer ces C'est choses-là parce que jongler, c'est aussi jongler entre plein de choses. C'est jongler entre, bah, tes valeurs, c'est jongler entre, on en parlait la dernière fois, tout ce qui est équité, égalité. mmh mh. Tu en parlais du télétravail, une personne qui a un problème familial sans rentrer dans le détail, mais à qui tu accordes plus de télétravail que la moyenne, ça pose des questions aussi d'égalité et d'équité. Ouais, en fait, on jongle aussi quotidiennement avec tout ça, avec, ce qu'il faut pas dire, ce qu'il faut dire. Des fois, il faut dire les choses, mais pas dans toute sa vérité. Mmh. Quand il y a un collaborateur qui part et qu'en fait, bah, soit c'est dû à un licenciement ou autre, bah, tu peux pas te donner la raison du licenciement. C'est Ouais, plein de zones grises qui ont quand même un impact aussi dans la vision qu'ont les collaborateurs des ressources humaines. ouais, c'est très juste. Sans parler d'exemples qu'on mentionnera peut-être pas, de choses beaucoup plus graves et qui peuvent arriver, et pour le coup, C'est sûr. c'est là, tu es vraiment des fois, le cul entre 2 chaises à essayer d'arbitrer les choses Mmh. et c'est jamais, c'est pas fun du tout. Et tu vois, finalement, on est en train de dire HR, c'est le département le plus humain qui puisse exister dans une boîte, avec tout ce que les humains ont de bon et tout ce que les humains ont de Ah bah, terrible. oui. Ouais. Hem, d'ailleurs, on peut on peut, donc on a parlé de recrutement, on a parlé de gestion, des gens à l'intérieur, on a parlé de rétention, comment faire pour que les gens restent. On a parlé de la complexité que c'était parfois de parler aux gens qui veulent prendre le contrôle sur
ta compétence à toi sans avoir cette compétence, heu, on peut sauter sur le sujet de la structuration de manière générale. Le moment où on vient structurer une boîte, du coup, on a pris ces gens côté RH. Ils appliquent leurs compétences, ça vient d'ailleurs soulager pas mal, les Mmh. leaders aux alentours. À ce moment-là, on commence à structurer. Non pas seulement côté HR, mais dans une petite boîte, les HR, ils ont les mains dans tout. OK. Et structurer, ce n'est pas que positif. Structurer, c'est structurer. Structurer d'ailleurs, c'est parfois bien arbitraire. Et quand on crée de la structure, quand on crée des processus, quand on crée, des choses réplicables, on a le défaut de perdre en flexibilité. Mais du coup, les Ouais. gens pourraient se poser la question: «Pourquoi est-ce qu'on structure si on perd en flexibilité?» Bah, parce que cette structure, elle est nécessaire sur d'autres dimensions. Souvenez-vous du cadre légal, par exemple, c'est un bon exemple et c'est pas le seul. Le moment où on vient structurer, il faut savoir où on arrête de structurer. Et là, c'est les instants où toi et moi, en tant que HR et tech, on rentre en conflit. Par exemple Vas-y. on mentionnait tout à l'heure les grilles de salaire. Moi, je suis souvent entré en conflit professionnel, gentil, hein, sur comment faire les choses et c'est toujours très difficile de savoir comment trancher. Mmh. Est-ce qu'on décide d'avoir une grille de salaire et que cette grille de salaire soit basée sur des critères arbitraires? Quels sont ces critères? À quel seuil sont-ils? Est-ce qu'on considère le temps qui a passé dans la carrière ou alors, la densité des rôles dans lesquels la personne a été, le domaine dans lequel elle travaillait? Est-ce qu'elle a fait une reconversion? De quelle école elle vient? Ça, c'est des critères qui fabriquent une grille, un cube, en fait, Mmh. qui nous permet de déterminer si cette personne, elle peut postuler à, je vais dire des bêtises, entre 40 et 50 K. Et à ce moment-là, moi, je m'étais heurté à un problème. C'est qu'il y a des gens qui étaient très, très, très bons, que je voulais dans mon entreprise, que j'avais réussi à séduire pour qu'ils rentrent dans ma boîte. Et les HR me disent: «On peut pas, il est hors grille. Donc il pourra pas rentrer à 70, il sera obligé de rentrer à 55». Et moi, ça me posait donc un problème. Parce que quelque part, les objectifs du HR sont légitimes, mes objectifs de croissance sont légitimes, mais on clash. Ouais. Bah, ouais, en fait, je rebondis sur ce que tu as dit sur la flexibilité. Parce que forcément avoir une grille de salaire, tu es beaucoup moins flexible. Mmh. Parce que du coup, souvent comment c'est construit, c'est tu junior, tu senior et tu l'entre-deux. Mmh Voilà mh. et tu ça, tu comme tu dis, tu l'arbitrage sur les écoles, sur tout ça et du coup, tu forcément un peu moins flexible quand tu mets une grille de salaire et ça joue aussi après, on en parlait aussi tout à l'heure sur plus l'entreprise elle est grosse et plus elle a besoin de cette structure-là. Quand tu as 10 000 personnes, est-ce que est-ce que tu pas obligé d'avoir une grille de salaire? Est-ce que Mmh. est-ce que tu recrutes de la même façon que quand tu es une PME de 100 collaborateurs ou que quand tu dois ou que quand tu es un groupe de 10 000? Est-ce que tu peux pas tu es obligé d'être un peu moins flexible, tu vois? Et bah, bon déjà mon premier niveau de réponse, ce sera: «Je ne sais pas». Ce serait arrogant que je pense savoir, parce que moi Non, je ne c'est un suis débat monté qu'à moins de 100. justement, c'est une Mais on question peut très on peut ouverte. tenter d'en parler, on peut tenter de réfléchir là-dessus, mais mon premier niveau de réponse, c'est ce que je vais dire là, c'est à chaud comme Mmh. ça. À chaud, j'aurais tendance à dire: «Je préférerais une alternative à la grille de salaire». Admettons qu'on ait une organisation qui soit segmentée de manière arbitraire. Chaque segment, ça peut être tech, produit, machin ou alors, heu compagnie, enfin, équipe livraison, équipe, commande, équipe, qualité. Peu importe la segmentation, je préférerais une alternative aux grilles de salaire qui est: on émet un budget et localement dans le segment, le responsable de segment va décider d'attribuer à hauteur de son budget. C'est-à-dire que si j'ai 100 000 € de budget, je peux embaucher 30 K, 30 K, 30 K ou je peux embaucher 40 K, 60 K. Les Ah ouais. managers, enfin, après on est responsable de nos managers aussi en tant qu'RH et en tant qu'entité, mais c'est pas tu moins le contrôle en tant qu'RH. Oui, d'ailleurs, j'aurais même tendance à dire que, les HR ne devraient pas être obligés de contrôler les managers à droite à gauche. C'est normalement une chaîne de responsabilité qui devrait s'en occuper. C'est-à-dire que les HR vont pas s'occuper de 200 managers.
Non, non, mais quand je dis que de contrôle, c'est sur le recrutement. Alors, bah, en fait, ça doit forcément passer par des protocoles. Ces protocoles, le but, c'est de les rendre le plus flexibles possible. En gros, on est en train de dire qu'il faut trouver le juste milieu entre moi, Joey, qui suis responsable de mon segment, je veux Mmh, pouvoir prendre les bonnes personnes. Potentiellement, en fait, moi, tu m'as donné 100 cas sur l'année, je prends une personne à 100 cas. Potentiellement, j'en prends 10 à 10 cas. C'est moi qui décide. Et en faisant ça, par contre, je te dois des comptes en tant que HR. Je te mmh. dois des comptes sur tout ça. Et il faut qu'on vienne aussi tenter d'équilibrer avec tes enjeux à toi. Parce que clash veut dire compromis. Déjà, on va repartir sur des bonnes bases. Compromis, ça veut dire lose-lose. Compromis, ça veut dire que t'as pas ce que tu veux, c'est que j'ai pas ce que je veux. Mais on va trouver un truc. On va trouver un truc qui nous mette entre les deux. Mais La on repartirait pas sur ce que tu as dit sur les relations de confiance? Est-ce que le ouais, manager, il est pas un peu comme nous quand on en parle aux fondeurs? Est-ce que le manager, il doit pas dire: «Non mais attends, écoute là, moi je sais ce que j'ai besoin pour mon équipe. Je bah, sais que là, j'ai 100. un budget j'ai un budget de 100, mais moi je veux 3 personnes pour ça» et enfin, tu vois? Est-ce que Bah, ouais. l'inverse est pas possible aussi avec les managers? Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, c'est ce que je veux, d'ailleurs. C'est ce que je veux et encore une fois, toute nuance gardée du fait que je n'ai jamais été manager dans une boîte de 10 000 personnes. Mais c'est ce que je veux actuellement. Par contre, je me mets dans les pompes de la personne en face. C'est-à-dire que si j'étais à ta place et que Joe dit: «Je recrute tel et tel, tu regardes pas, c'est moi, fais-moi confiance», je veux que le résultat soit monumental. C'est-à-dire que le résultat, en fait, plus tu me demandes de te faire confiance, plus j'ai une Ouais, attente élevée envers toi. ouais, Et ouais, je cette attente, elle est littéralement sur des résultats, objectifs, hein. C'est des mmh. indicateurs, il y a eu combien de ventes de mon produit en plus, il y a eu machin et cetera. Alors là, on rentre dans une autre conversation. C'est la conversation de comment on fabrique ces indicateurs, comment on s'accorde dessus, sont-ils les bons, doivent-ils changer dans le temps et cetera. On va pas s'aventurer là-dedans, c'est de l'organisationnel. C'est très intéressant d'ailleurs, c'est ma passion, mais c'est pas du Non, là, HR. on est sur de l'humain. Ouais, mais si on reste sur de l'humain, aujourd'hui, il y a les boîtes, si on fait 2 extrêmes, il y a les boîtes à confiance absolue, mais globalement ton manager, il peut faire n'importe quoi Ouais. et il y a les boîtes à process dans lesquelles tu ne pourras pas faire n'importe quoi du tout. Mmh. Par contre, tu auras pas tes enjeux, business, c'est sûr. Ouais. Après, je pense que process n'est pas, le contraire de flexibilité. Je pense que tu peux mettre des process en place tout en ayant quand même une flexibilité. Je pense que ce n'est pas opposé, mais je pense Ouais, qu'ils ont une influence les uns sur les autres. bien sûr, parce que du coup, tu peux plus aller toquer à la porte, comme Ouais. tu veux. Tu es obligé de suivre un process bien défini, obligé de passer par des demandes. Des fois, avant où tu avais, qu'une strate, maintenant tu en as 3 ou 4. Donc oui, tu perds de la flexibilité, mais tu vois, on en revient toujours à cette question. En même temps, quand je suis en pleine croissance, est-ce que, la perte de flexibilité est pas normale, j'ai envie de te dire? En Débat croissance, ouvert. c'est marrant ce que tu dis parce que ça, c'est des vraies questions qu'on se pose là. Ça, c'est vraiment des vraies questions. Mmh, Dans i Ce que je considère, c'est pas la vérité. Ce que je considère, c'est le résultat bien de mon sûr, histoire bien sûr. et le résultat de mon histoire me fait dire: «Il y a des seuils de boîte à partir desquels tu dois explicitement accepter de perdre de la flexibilité». Je parle d'explicitement le faire. On a atteint ce seuil, maintenant on va déflexibiliser, on va structurer un peu plus. Mmh, Le problème, il arrive au moment où la structure commence à te tomber dessus, alors que ce n'était pas explicite. C'est le résultat d'une influence. Par exemple, on n'a pas encore de MVP, Minimum Viable Product, ce qui vient nous dire en fait, on va peut-être partir sur de l'attraction, on sait que ça répond à un besoin et on n'a pas encore atteint ce seuil qu'on recrute une HR. Admettons. À ce moment-là, la HR, elle a des compétences et elle vient appliquer ces compétences dans la boîte. Admettons que cette personne adore créer des process pour de bonnes raisons. On est quand même à un instant de la boîte où tu ne veux pas te faire influencer très fort par ces process et ralentir. On n'a pas encore atteint le MVP. On n'a pas encore atteint le seuil qui nous fasse dire notre boîte peut être viable. oui. Donc en fait, si c'est explicite et qu'on se dit post MVP, on part sur standardiser ça, 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 ok. Par contre, le moment où
je me prends des standardisations alors que je n'ai que ce n'est pas voulu et que ce n'a pas été explicité, problème Mmh. avec moi. Tout à l'heure, tu sais, je te disais, je posais la question: «Qu'est-ce qui est pas négociable pour toi?» Je te Mmh. donne un exemple, sur lequel moi j'ai souvent clashé avec les HR aussi. D'ailleurs d'autres gens que les HR. Heu, moi je recrute en 1 heure. C'est rare à Une fois, entendre. genre, 1 heure, 1 heure, entretien, OK. 1 heure à la fin c'est oui ou non. Très rarement, à la fin, j'ai un doute, je rencontre la personne en live. Ah, c'est en 1 heure, visio que tu la rencontres pendant 1 heure? ouais, en plus. Ah ouais, il C'est très rare. Tu faut être bon, entendras hein? très rarement. Mais justement et du coup, certaines personnes qui m'écoutent se diraient: «Joey, il est complètement con. Tu ne peux pas recruter quelqu'un en 1 heure». Et en fait, moi, je vais mettre de la nuance dans tout ça. Ouais, si tu cadres bien. Si ce que tu fais est bien ficelé et te permet de répondre à quelques questions bien précises, alors j'admettrais pouvoir, prendre la personne et l'observer en période d'essai pour me dire oui ou non. Alors, je tiens à faire une petite nuance intéressante. Ici, moi, je me focus principalement sur des ingénieurs. La plupart d'entre eux sont seniors. Je ne vais pas agir avec un ingénieur senior privilégié qui est capable de retrouver un boulot le lendemain, tout comme j'interviendrai avec un ops. Je ferai pas ça à un ops. Je sais que la vie est Mmh, différente. mmh, Donc, comprenez bien que je suis face à des profils privilégiés et que s'ils perdent leur boulot, ils en ont 10 demain. Donc, le fait est, je préfère ne pas passer 5 heures sur une timeline de 1 semaine mmh. plutôt que juste passer 1 heure. À la fin, c'est oui, tu te pointes lundi dans le meilleur des cas, on enquille ensemble et puis si ça marche pas entre nous, tant pis, tant mieux. C'est moins coûteux pour moi, en effort, en compréhension, en cognitif, en structuration, en processus de recrutement et le fait est que parce que tu veux absolument être sûr que c'est la bonne personne et surprise, surprise, tu ne le sais jamais même avec de lourds Bah, processus, non. alors tu admettras que de te poser comme contrainte que tu as qu'1 heure, ça te force à tout dérouler en moins d'1 heure et à choper ton processus parfait. Oui, en fait, je comprends ce que tu veux dire, mais quand les process rentrent en compte par rapport au Mmh mh. recrutement, c'est aussi pour aligner toutes les pratiques managériales. Tu vois ce que je veux dire? Ça aide aussi parce que au début, quand tu es dans la croissance, tu délègues beaucoup aux managers et ils font un peu, comme ils veulent parce que ça fonctionne et l'entreprise elle croît donc tu te dis: «OK, c'est bien». Mais il y a un moment donné où tu es obligé d'un peu de refusionner tout ça et que, tu es obligé aussi un petit peu au moment du recrutement, là parce que tu parles de recrutement, que les candidats aient la même chance, chacun ait la même expérience, tu vois? Est-ce que c'est vrai ça? De quoi qui est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'on a besoin d'uniformiser les le cadrage du recrutement, dans la boîte? Bah, c'est pas c alors encore une fois, on est en débat ouvert, hein, ça va être ma réponse à moi. Ouais, ouais, Moi, c'est je me cool, ouais. dis, c'est plus que chaque candidat doit avoir la même chance. La même chance, La ça veut même dire quoi? chance, les mêmes chances et les mêmes, j'ai perdu le mot. Le même Opportunité? recrutement. Ouais, la même opportunité. Dans le sens où si demain j'ai un manager qui lui veut, un test, du profil, un test technique et puis après je sais pas, il veut un truc un peu moins formel, je sais pas, un café, aller, tu vois, par rapport aux seniors, pour faire un café ou autre et j'en ai un qui est comme toi qui me dit: «Non, moi je vois ça qu'en 1 heure». Du coup, je me dirais: «OK, quelle, opportunité a le candidat et surtout, est-ce qu'au niveau attractivité, qui a la meilleure expérience d'attractivité? Est-ce que c'est celui qui a une visio d'1 heure ou c'est celui qu'on voit plusieurs fois, où on fait visiter les locaux, où il y a un café, tu vois? Si je devais répondre par une blague, je dirais: «J'ai la solution parfaite pour toi Justine, on fait comme moi je veux et puis c'est tout». Mais mais en fait, j'essaye de réfléchir un petit peu plus loin et si je me fais l'avocat du diable par rapport à ce que je disais, c'est-à-dire que je tente de me challenger moi-même sur la pensée, j'aurais tendance à dire: «Je n'accepte qu'à un moment explicite dans lequel on aura accepté d'agencer les choses correctement». Mmh, Par exemple, un seuil arbitraire pourrait être je dis des conneries là, hein. Un seuil arbitraire, c'est au-delà de 100 personnes, on uniformise les recrutements. OK. mmh. Par contre, moi ce que je ne veux pas, c'est qu'on m'applique une uniformisation que je sais ne sera pas bonne, Oui, mais regarde, tout à à l'heure, un tu instant tu de la tu boîte. tout à l'heure, tu disais que des concessions, c'était lose-lose, mais au final, regarde, on fait une concession. Mmh mh. On se dit: «OK, Joey, bah, écoute, pour tout ce qui est senior, on fait ton process. En effet, 1 heure, OK. vas-y, on fait ton process.
mais tout le reste, on uniformise le process. OK, Est-ce que très bien. est-ce que tu penses que c'est lose-lose là? Non, tu vois, on fait des concessions, Mais tu sais ce qui va se passer? Parce qu'on est tous les 2 malins. Tu c'est sais que ce tu qui va feras se pas. passer. C'est qu'à partir de maintenant, tous les gens que je recrute, c'est des seniors. Parce que Ah. du coup, on passera sur mon process et ça, c'est le jeu essayer de s'en sortir. Mais je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, j'aime beaucoup qu'on débatte comme ça et tu vois, finalement, on a atteint un point dans lequel on voit les enjeux de chacun. Ouais. C'est-à-dire que, heu et là, du coup, on peut s'embarquer dans une autre conversation qui est très intéressante, qui est: il faut bien comprendre que quand il y a des HR et des C-level qui se chamaillent sur ce genre de bêtises, c'est une chamaillerie qui est de l'ordre du professionnel. C'est-à-dire que jamais de ma vie, je me dirais: «Les RH, ils sont complètement à côté de la plaque». Il faut comprendre les influences, les dynamiques de chacun de ces groupes-là. Mmh. Ils ont des enjeux différents, ça génère des dynamiques différents et malheureusement, on veut tous les 2 dormir du côté droit du lit. Donc en fait, il y a un problème. Il va falloir qu'on s'arrange Mais tu sais et qu'en tant qu'RH, on aime bien nous ce genre de profil manager parce que c'est très rare d'avoir des managers qui soient autant impliqués dans les pratiques RH et qui mmh vont proposer, vont challenger un peu, bah, la manière de recruter. Moi, j'aimerais bien avoir un manager qui me dise: «Bah, voilà, moi je te challenge, vas-y on tente ça comme recrutement. J'ai envie de tester un truc un peu nouveau». Moi, je serais trop Tester, contente c'est de trop le cool. faire, tu vois? Hein? Ouais, j'ai déjà fait ça dans le passé, tester d'autres trucs. Ouais, C'est mais très, j'aime très bien, cool. tu vois, en tant qu'RH, j'ai pas la science absolue. Moi, pareil, tu vois, il y a des profils que je recrute qui sont dans l'industrialisation, dans la mécanique, dans l'électricité. Je ne sais pas ce qu'attendent les managers. Mmh Du mh. coup, moi, si un manager me challenge en me disant: «Bah, attends, ça, je suis sûre que pour le recrutement, ça s'adapterait trop bien», moi, je le suis. Mais C'est juste. mais mais voilà, après, c'est parce que je suis dans une boîte aussi où il y a de la flexibilité, même si on est en croissance, tu vois? On n'est pas encore très processé et ce qui permet d'avoir un peu plus, de latitude dans les pratiques. Ouais et encore une fois, toujours la nuance. C'est-à-dire que, je n'interagirai pas dans une boîte où on est 3, comme dans une boîte où on est 20, comme dans une Bien boîte où on sûr. est 30 et la nuance, c'est le moment où je dis: «On est en croissance, on peut pas se permettre de passer 6 heures par jour en entretien. On doit construire, en fait, on n'est pas beaucoup». Mmh. Mmh. C'est le moment où en fait les HR vont faire un pas dans ma déjà il y a pas de HR à cet instant-là de la vie, mais les HR, ils vont faire un pas et ils vont se dire: «Mais je comprends bien en fait, on est en pleine croissance sur tel produit, ça vaut pas le Mmh. coup». Il existe même des mondes dans lesquels on va faire des expériences locales. Admettons que les HR, ils aient standardisé le recrutement partout dans la boîte. Il se peut très bien qu'il y ait, par exemple, un accompagnement sur de la migration, organisationnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui est consultant organisationnel, qui se pointe parce que la boîte, elle a ses faiblesses qui sont le résultat de l'histoire, pas le résultat de l'imbécilité, le résultat de l'histoire. C'est-à-dire que le système Mmh. est devenu complexe. Quelqu'un intervient, va voir les HR et dire: «On va faire une expérience sur ces 2 silos-là. Vous en avez 8, ces 2 silos-là, on va faire une expérience» et on change les choses et ces expériences, c'est pas du doigt mouillé en mode: «Oh, waouh, il semblerait que ce soit cool ce qu'on a fait». Non, non, c'est basé sur des indicateurs. Ouais. C'est basé sur, tu vois combien de personnes, il y a combien de drops, sur quelle étape, pourquoi, et cetera, et cetera. Globalement, en fait, ça ressemble beaucoup à un processus produit d'ailleurs, chose drôle. Ouais. Mais oui, tout à fait et la nuance, comme je disais, c'est à un instant oui, à un instant non. Mon point, c'est juste, heu, attention aux biais d'influence. Je sais pas comment appeler ce biais, mais le moment où dans mon équipe, je recrute un coupeur de bois, cette personne a maintenant un job, alors qu'elle n'en avait pas, de couper du bois, mais en rentrant dans mon équipe, elle se rend compte qu'en fait, il y a pas de bois à couper. Mais cette personne est maintenant dans une sorte de questionnement. «Qu'est-ce que je fais Mmh. là s'il n'y a pas de bois à couper? Il faut bien que je justifie ma présence, je suis en période d'essai, je suis machin». Là, on rentre Mmh. dans la psychologie. La personne va se mettre à insérer des processus de coupage de bois à l'intérieur de mon équipe et c'est normal. C'est pas parce qu'elle tente de détruire mon équipe, il y a pas besoin de couper du bois. Jamais personne, en rentrant dans une équipe, se dira: «Mais en fait, vous avez pas besoin de coupeur de bois, je m'en vais». C'est pas une situation qui est logique. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un biais et on va insérer un coupeur de bois. Le coupeur de bois ici, c'est le moment où j'insère un HR au mauvais endroit et que, OK. on n'a pas de challenge entre HR et les autres et qu'on ne fait qu'appliquer de la Mmh. standardisation parce que le HR, son but, c'est de rendre les choses viables sur le long terme. Et ben moi, je me prends maintenant des freins. Tel le coupeur de bois vient insérer du coupage de bois dans mon équipe alors qu'il y a pas besoin. Je n'avais pas besoin de cette standardisation à cet instant-là. Je l'aurais eu volontiers plus tard, mais pas maintenant. C'est juste ça la nuance. Ouais, donc ce que tu dis, c'est qu'il y a un moment un peu,
un peu, charnière où tu te dis, là, c'est maintenant que j'ai besoin d'un RH. C'est pas, avant, c'est pas après, c'est maintenant et surtout au moment du recrutement. De bien lui dire aussi ce que tu attends de toi et de quel type de RH tu as besoin. On en parlait aussi avant, Oui, oui. c'était est-ce qu'on veut un RH, de start-up, ce qui est pas du tout, négatif, mais un RH de start-up quand tu as 30 personnes, bah, il y a des choses que tu vas t'occuper toi, toi-même, comparé à un RH qui va être à 100-150 collaborateurs et qui du coup va être focus, comme tu as dit, le recrutement, la rétention, Et oui, stratégie, formation, rémunération. et la chose C'est drôle, aussi toi oui, mais il faut aussi, tu vois, c'est aussi toi qui dois avoir cette connaissance aussi mmh, du monde des RH. Ce qui est pas forcément donné à tout le monde de comprendre, tu notre as rôle. raison, il y a des tonnes d'erreurs à faire malheureusement. Mais après, c'est en faisant des Mmh. erreurs, mais le fait est que je vais te dire un truc drôle. Oui, c'est 1 heure pour recruter quelqu'un, mais le premier HR, ce sera pas 1 heure. Tu vois le lien? 30 minutes? Ouais, non, ce sera plus. En fait, il faudra vraiment qu'on s'assure qu'on est sur une même longueur d'onde parce que quand tu fais rentrer un first quelque chose, Mmh. first CTO, un CPO, Ouais, un first ops, un first sales, c'est des choses qui sont structurelles. Tu veux pas te tromper sur ces gens-là. Donc en fait, le but, c'est pas de faire un entretien de 15 heures non plus, mais tu veux t'assurer d'une certaine barre et que la personne dépasse la barre. HR, hyper important. Ça va. HR, tu prends un mauvais HR, tu t'es flingué ta culture très rapidement. Ça peut vraiment ouais, foutre le bordel. Après, tu peux dire ça de plein de rôles. Si tu prends les bons HR, ça va rouler. ouais. Puis après, comme tu dis, quand tu fais rentrer les first, après ils vont recruter leurs équipes. Ouais, Du coup, exactement. il faut aussi enfin, tu vois, l'impact, on en parlait tout à l'heure, l'impact, elle est aussi là. Quand tu Mmh fais mh. rentrer un first RH et qu'après il doit, construire son équipe, il faut être sûr parce que lui, il va aussi construire l'équipe avec on a tous des biens conscients, mais avec ses valeurs, avec ce qu'il attend d'eux Bien et sûr. si déjà toi, tu recrutes quelqu'un qui est différent de toi sur ça, tu vas te retrouver avec une équipe RH qui va pas du tout te correspondre et que comme tu dis, bah, tu vas flinguer, ta culture, tes Mmh mh. ton recrutement et tout le reste. Moi, j'espère que du coup, Et oui. tu le verrais avant le recrutement d'une équipe, si le RH il fonctionne ou pas, mais Et on a toujours des recours, bien sûr, mais le moment où c'est des gens qui sont dans des positions de support, c'est toujours un petit peu plus subtil. bah, oui. Parce que l'impact est à long terme, comme on Et disait, oui. ou est pas forcément visible, tout de suite, comme on disait tout à l'heure. Ouais, ce qui soulève même une très, très, très bonne question. Comment est-ce que je sais que je suis un bon produit? Comment je sais que je suis un Mmh. bon tech? Justine, comment je sais que je suis un bon HR? Comment je sais que je suis un bon HR? Très bonne question. Une très Moi, bonne je question. pense que, je vais répondre pour moi personnellement. Moi, je sais que je suis une bonne RH quand, déjà les personnes que je suis censée supporter, comme les managers forcément, quand on me parle ou quand on se fait ou quand on a des décisions à prendre, je sais que je suis une bonne RH quand il y a une discussion, quand ma crédibilité et ma légitimité n'est pas remis en question, tu vois? Quand on me Ouais, fait confiance et quand je dis: «Bah, là, je» ouais. C'est une très bonne manière de savoir si tu es quelqu'un de valide, c'est les gens que tu respectes te respectent. En fait, les gens de qui tu respectes le travail te respectent ton travail. C'est l'approbation du groupe. Ouais, c'est Ah ça. C'est vraiment quand ta crédibilité et ta légitimité n'est plus remis en question. Parce que quand tu viins d'arriver, d'ailleurs, j'ai fait un podcast sur ça, c'est quand tu es nouveau, quand tu es junior ou quand tu manages des personnes, enfin, quand tu fais du management transversal avec des personnes qui sont plus âgées que toi, mmh, c'est une fois que cette crédibilité et cette légitimité n'est plus remise en question, ouais. c'est là vraiment que tu peux créer des liens de confiance et comme tu dis on respecte Mmh. ce que fait l'autre. Et ben, on a parlé de pas mal de sujets différents, hein. Mmh. Ouais, on va finir là-dessus. Sur les liens de confiance, tu vois, on a commencé avec les liens de confiance, on finit avec les liens de confiance. Je pense que la boucle est bouclée. C'est très vrai. Merci beaucoup, Joey. D'ailleurs, il fait nuit derrière toi. On a Oui, pu suivre, c'est exactement ce que j'allais dire. Si vous revenez en c'est arrière, vous vrai? verrez qu'il faisait jour et maintenant il Ouais, fait ouais, nuit. ouais, on a pu suivre le coucher du soleil, parisien, c'est ça? Mmh. Personne n'est OK. parfait, hein. Super, bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup et puis, bah, je pourrais peut-être mettre un petit peu tes infos, sur, la description ou ce genre de choses. De toute façon, sur LinkedIn, tu seras crédité. Mais sur les autres, si vous voulez retrouver Joey, suivre un peu parce que Joey aussi a un podcast. Mmh. Donc voilà, si Il vous il voulez il suivre, est naissant.
C'est un podcast naissant, on y parle, d'organisation, de produits, de tech, de biais cognitifs, de comment structurer les choses, donc ça devrait plaire Ouais, aussi à Richard. ouais, ouais. C'est un petit peu dense en termes de tech parfois, mais ça touche à plein de sujets en même temps. OK, super. Bah, écoute, longue vie à ce podcast Ça et puis s'appelle peut-être qu'on se Bring Your retrouvera Progress. dans une partie 2 parce qu'on a quand même plein de sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais peut-être qu'on Ouais, se avec retrouvera dans plaisir, une partie 2 avec plaisir. avec grand plaisir. Super, merci beaucoup Joey et puis, bah, bonne Merci. soirée.